Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Mini, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Nous faisons naturellement ce pourquoi nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, nos arrêts sont restés intacts. Tout d'abord, l'arrêt kiosque avec Patrick Bala, deuxième arrêt, la dénonciation. Le troisième arrêt de ce jour nous amènera à l'instant de l'analyse, une question ma foi fondamentale parce qu'étant pertinente. Nous allons parler de l'élévation sociale ce jour. Élévation sociale, une affaire de chance ou alors de compétence. Quel est votre regard sur ceux, entre guillemets, qui ont eu une certaine élévation sociale? C'était un problème de chance ou alors un problème de compétence? Nous en parlons dans le cadre justement de ce programme au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. C'est la mort de l'audience, à n'en point douter, en télévision, en Afrique au sud du Sahara. Et nous commençons par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin pour justement croiser le verbe. Je commence par Jonathan Anti. Jonathan Anti, bonjour. Bonjour monsieur Haïssi, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je voudrais dire à l'endroit de ceux qui ne nous connaissent pas que Jonathan Ti est un homme pluridimensionnel. Jonathan Ti est chef d'entreprise, Jonathan Ti est traditionnaliste, Jonathan Ti aborde plusieurs casquettes. Il a même été homme d'église et tout ce qui va avec. Mais Jonathan Ti, moi je vous ai beaucoup connu comme étant le créateur, le promoteur, le patron de Royal FM, cette radio émettant à partir de Yaoundé. Oui, naturellement, Royal FM, c'est bien moi le fondateur de cette radio. Même comme aujourd'hui, je peux le dire, on ne m'a pas donné. Vous savez que j'ai cédé cette radio à un homme d'affaires, le pasteur Emmanuel Noël Bissaï, qui ne m'a pas payé tout mon argent. Comment ça? Oui, c'est vrai. Et comment vous lui avez cédé une radio? Vous lui avez vendu la radio? Oui, je lui ai vendu la radio, bien sûr. Et pour l'instant, vous n'êtes pas entré dans votre dû? Bon, pas en totalité en tout cas. Pas en totalité? Oui, pas en totalité. Ça fait il y a combien d'années? Ça fait faire 10 ans qu'il ne m'a pas donné le reste de mes 4 millions de francs. Parce que nous sommes tombés d'accord sur 45 millions. Il m'a donné 41 millions. Et parce qu'il virait mon argent dans le compte que j'ai dans son entreprise, parce qu'il a une microfinance, et le dernier virement n'a pas été fait. Bon, et ça fait il y a 10 ans? Ça fait 10 ans, puisque nous sommes en 2015. Il vous doit 4 millions? 4 millions de francs. Le pasteur Jonathan Emmanuel Noël Bissaï. Bien sûr. Je suis un peu perdu, hein, parce que Emmanuel Noël Bissaï, c'est quelqu'un qui est présenté comme étant un homme sérieux. Monsieur Haïssi, je crois que je parle quand même à la télévision. Ça veut dire que si ce que je dis est faux, monsieur Bissaï pourrait même m'attaquer pour diffamation. Entre-temps, quand même, est-ce que vous êtes allé vers lui pour qu'il vous restitue le reste de votre argent? Déjà, je vais vous dire que, comme nous étions en décembre de 2015, après cela, le 1er janvier de l'année 2016, son numéro ne passait pas. Et on m'a dit qu'apparemment, il changeait de numéro chaque année. En fait, d'après ce que l'homme m'aurait dit. Je sais pas. Et jusqu'à la date là. Et monsieur, je n'ai pas... Moi, je suis ça va vous étonner. Moi, je n'ai pas pour habitude de courir dans ce qui m'est dû. Vous ne pouvez pas me devoir de l'argent. Et maintenant, pour prendre mon argent, j'ai besoin de courir après vous. Mais je peux vous garantir que je suis sûr que ce monsieur me cherchera avec mon argent. Ce sont des menaces? Je ne sais pas si réclamer son Dieu est une menace. De toutes les façons, moi je n'avais pas cette information. Oui, c'est vrai. Je réitère que monsieur, parce que la personne qui fait la transaction, perd son âme, c'est mon frère et mon fils, Martinez Zogo. Ah, oh, perd son âme. Oui, parce que je ne connaissais pas monsieur Emmanuel Bissaï, c'est Martinez Zogo qui me présente à lui, parce qu'à l'origine, il est question que je lui loue la radio. Il devait payer 500 000 chaque mois et prendre en charge toute la radio. Mais après ça, bon, lui et son ami Martinez Zogo, je ne sais pas comment ils ont fait. Et puis, comme Martinez était, vous savez que c'est mon fils, quand il dit mon fils, je suis de la chefferie supérieure Marissa, donc je le considère comme tel. Tout à fait. Et c'est donc à ce titre que nous convenions, parce que nous demandons que d'abord 75 millions, on va discuter, et puis il va demander à 45 millions. Alors le premier jour, premier versement, ce qui sont d'ailleurs vérifiables dans les registres, premier versement 1 million. Deuxième, le lendemain, 10 millions.
Le jour qui suivait, 10 millions encore. Le jour qui suivait, 10 millions. Et on m'a versé 4 millions, 10 millions 4 fois et 1 million une fois. Il est resté 4 millions. Les 4 millions, je ne les ai jamais vus. De toutes les façons, le pasteur Noël Bissaï sera certainement au courant que vous devez donc 4 millions à Jonathan Nti. Entre-temps quand même, hein, Jonathan Nti, vous avez eu beaucoup de problèmes. Hein. Vous êtes même allé en prison, ouais. Mais j'ai également appris que vous êtes ressorti de cette prison où finalement vous avez eu gain de cause. J'ai été acquitté. Acquitté à l'unanimité des 3 juges parce que, il faut le rappeler, je vais en prison parce que le site qu'occupait la radio, parce qu'il faut rappeler que j'avais 2 radios, la radio Royal FM et la radio universelle, et plus la chaîne de télévision Channel 5. Alors il se trouve qu'au moment de prendre donc la dite maison, le dit site, qui est situé derrière Hôtel Grand Moulin et Lixono, ouais. Nous allons verser au bailleur 10 ans de loyer. Nous allons verser 30 millions de francs et nous allons occuper donc le site. Pendant que nous occupons le site, vous connaissez les Camerounais, lorsque parfois il met 1 an, 2 ans, il ne voit pas de l'argent, parfois les problèmes, il commence dans d'autres problèmes. C'est comme ça qu'il va donc décider de vouloir nous chasser de la maison. Et ça ne va pas marcher parce que nous allons aller au tribunal. C'est lui qui va aller déposer plainte, il va déjà plainte, mais dans cette situation, il va donc décider de vendre dans la maison à une autre personne. Il va décider de vendre la maison à une dame qui va s'avérer être proche d'une magistrate. Alors, à partir de ce moment-là, moi je suis assis chez moi, je ne connais pas de quoi il est question. Un matin, une dame, la gendarmerie vient sonner chez moi. On me dit, bon, c'est vous, monsieur Jonathan Nti. Je dis bien, c'est bien évidemment moi, puisque le site en question, j'habitais au 4e étage et les bureaux étaient en bas. Alors, je connais bien le site. Exactement. Alors, c'est comme ça que on me dit que vous avez un mandat. Je suis étonné. Déjà que la personne qui signe le mandat, ça m'étonne parce que c'est M. Meka. On me dit que c'est M. Meka. Pourtant, le bailleur contre qui signe le mandat, c'est M. Meka lui-même qui a signé. Comme vous pouvez le voir là, c'est M. Meka qui signe ce mandat 6 mois avant mon arrestation. Un mandat contre mon bailleur en question. Parce que mon bailleur est venu commettre les gaffes, il ne veut pas respecter le contrat. Nous avons déposé une plainte. Je tiens à vous rappeler que je n'étais jamais allé voir M. Meka pour prétendre que je l'aurais soit corrompu. Ben, je ne le connais pas. Alors, c'est à la suite de la procédure qu'il émet lui-même un mandat que voilà. Alors pendant qu'on est en train de chercher le bailleur qui va vendre dans la maison à une autre dame qui savait être la sœur de la substitut de monsieur Maka, qui est Madame Fadimatou. Et c'est comme ça donc qu'on va dans cet engrenage. La dame, nonobstant toutes les dispositions de la loi, c'est-à-dire sans tenir compte de mon contrat de bail, sans tenir compte de mes droits, c'est comme ça qu'on va venir me porter à la maison. On m'amène au parquet. En fait, on m'amène d'abord à la brigade de gendarmerie. On me retire tous les téléphones parce que je n'ai pas moyen de téléphoner. Vous allez voir que ça allait très 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 vite. Je n'ai pas moyen d'appeler qui que ce soit. On me prend, me met dans une salle où je n'ai accès à personne. Dans le dimanche, parce qu'on m'a arrêté samedi, samedi matin. Dimanche, dans la nuit, on me fait sortir aux environs de 22h. On m'entend. Et puis le lendemain matin, 7h, on me prend, on m'amène à Kondengi. Pendant que je suis à Kondengi, je demande même à rencontrer le procureur de la République, à M. Meka. Et c'est là où il va donc avoir une altercation. Parce que comme c'est des personnes qui parfois, excusez-moi de le dire, hein, qui se prennent pour des petits dieux. Ne dites jamais, c'est un conseil que je vais vous donner à vous et peut-être à d'autres personnes. N'allez jamais, quand vous arrivez au commissariat, tu dis que non, je vais arriver au commissariat, je vais arriver sur le procureur, il va m'expliquer. Il n'y a pas d'explication là-bas. Quand vous arrivez et que c'est ficelé que vous devez partir, vous allez partir. Enfin, disons pour certains procureurs, hein, il y en a qui travaillent bien. Oui, en fait, oui, vous avez tellement raison. Alors c'est comme ça donc il va donc avoir cette histoire. Je vais dire à M. Meka, je vais lui dire, en fait, je vais envoyer dire, parce qu'il va m'envoyer l'un de ses substituts, M. Boy, il fait quelque chose comme ça, pour venir me notifier mon placement en détention. Je lui dis que va dire à M. Meka que j'ai besoin de le voir. Il me dit que non, c'est moi le procureur. Il dit non, va le dire à M. Meka que je veux le voir. Sinon, je suis sûr qu'il va regretter l'acte qu'il est en train de poser. Il me dit que tu es qui? Je dis que je ne suis rien du tout. Mais si je vais en prison, lui-même, il va être chassé de Yaoundé. Je l'ai dit, je l'ai assumé et je l'assume même maintenant. J'ai dit ça à mon caco. Comme vous m'envoyez en prison gratuite, et c'est comme ça, c'est donc ça qui va donc créer donc une guéguerre, parce qu'en réalité, la guéguerre va naître. On va me prendre, on va m'amener à Kondengi, et de Kondengi, comme on estimait qu'ici à Yaoundé, j'étais en train de déranger, on me prend, on me centre directement à Yoko. Incroyable. Oui. Je vais donc aller à Yoko. Yoko qui est une prison compliquée. Je vous ai dit que je ne sais pas s'il y a quelque chose de pire que la prison de Yoko.
Et c'est pourquoi je vais profiter, si vous me permettez, À l'époque, c'était une prison politique. D'interpeller les autorités pour leur dire que Yoko, ce n'est pas le Cameroun. Yoko n'est pas le Cameroun. Ça peut vous étonner, il n'y a pas d'eau dans la prison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lit, il n'y a pas, je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Quand il pleut, l'eau vous arrive aux genoux. C'est-à-dire que vous êtes obligé de monter sur les lambeaux pour rester au-dessus. Il n'y a pas de, je vous dis ce que je vous dis est vérifiable. Et c'est comme ça donc que, il est temps, quand j'arrive, le régisseur de la prison va me dire qu'on t'envoie ici. En fait, il ne me cache pas. Il me dit que là où tu es là, c'est que tu ne vas pas sortir d'ici vivant. Ah bon? Ouais, je peux parler. Permettez que je finisse l'histoire, vous comprendrez pourquoi. Alors c'est comme ça, donc il va décider, il va me dire que ici à Yoko, quand on t'envoie ici, ça veut dire que tu déranges, comme tu veux montrer que tu connais beaucoup. Machin. Je lui dis, monsieur, je suis un chef. Je n'ai pas pour habitude d'être assujetti. Nous sommes dans un état de droit. Le Cameroun, c'est un pays de droit. Vous avez dit que vous allez me tuer, mais je suis sûr que vous irez en prison avant moi. Je suis sûr. Et effectivement, comme je le lui avais dit, de quelques temps après, vous savez, comme ils ont l'habitude de tabasser les prisonniers, il s'est mis à tabasser un prisonnier aux environs de 22h jusqu'à, je crois, 1h, 2h du matin. Il ne faisait que tabasser le prisonnier. Il tabassait le gars est mort. Incroyable. Et je tiens à vous rappeler, voilà, ça c'est la lettre, parce que j'ai saisi le ministre de la Justice pour lui dire, voilà, un gars qu'on a... Et il aura fallu que le sous-préfet de l'arrondissement de Yoko vienne calmer les émeutiers à la prison, parce que les prisonniers ont failli mettre le feu à la prison. C'est le sous-préfet de la prison de Yoko qui vient intervenir. Voilà la lettre que j'ai écrite au ministre, et voilà le ministre qui a répondu. Vous pouvez d'ailleurs prendre connaissance, vous verrez. Alors, pour vous dire d'où nous autres nous venons, il aura peut-être... pas fallu que peut-être nous autres, parce que nous autres... Et là, vous avez passé combien de temps en prison? 18 mois. Près de 2 ans. Pour finalement être acquitté. Et je tiens à vous rappeler, j'ai été acquitté à l'unanimité de la collégialité. À l'unanimité des 3 juges. Cela signifie que vous devez entrer en possession de vos droits? Automatiquement, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que, monsieur... On vous a mis en prison pour rien. Vous n'avez pas demandé le motif. Le motif pour lequel on me met en prison, on dit atteinte à la propriété foncière. Atteinte à la propriété foncière veut dire quoi? Atteinte à la propriété foncière veut dire que vous n'avez pas un droit de propriété. C'est-à-dire, je n'ai pas de contrat de bail. Ce qui est archi faux. J'ai 4 contrats de bail signés et enregistrés depuis 2012. Enregistrés et vous avez payé ce loyer pendant 10 ans. Et au moment où on est en train de m'interpeller, mon loyer et mon argent courent encore. Puisque les contrats de bail courent jusqu'en 2062 parce que c'est des bails à caractère commercial. Vous savez, quand vous avez un bail commercial, le contrat peut être long. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je viens encore demander comment est-ce que de telles choses peuvent être rendues possibles dans notre pays, alors que nous sommes dans un état dit de droit. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, je me demande, je me pose la question. Et je tiens à vous rappeler, mon problème est très petit par rapport à ce que je peux avoir, ce que j'ai vu. Hein. Vous savez, quand vous allez en prison, vous vous dites que vous avez un problème. Quand vous arrivez là-bas, vous trouvez des gens qui ont des problèmes. Des problèmes. J'ai vu des gens qui ont 5 ans, ils n'ont même pas encore été jugés. Donc, merci Jonathan Ti pour ces autres dénonciations. Si j'avais su, peut-être que vous allez d'abord contacter Bernardo. Mais bon... C'est compris. Beaucoup de courage. Merci d'être là. Certainement que les autorités qui nous écoutent sauront ce qu'il faut faire pour votre cas. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons également l'autre panéliste, Monsieur Tedjissé Djedoné. Bonjour. Bonjour. Je souligne que vous êtes juriste au conseil et surtout président national du Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction, en abrégé PDC. C'est effectivement ça. Vous existez depuis combien de temps? Nous avons tenu la Assemblée générale constitutive courant 18 août 2023 et le processus est en cours au niveau du MINAD parce que le gouverneur du centre a transmis les documents au niveau du MINAD déjà. Nous attendons la signature du ministre de l'administration territoriale. Mais votre parti n'existe donc pas encore? Sur le plan juridique, la tenue de l'Assemblée générale constitutive acte la création du parti et c'est qu'une formalité nécessaire pour pouvoir rendre les activités très officielles. Voilà. Merci beaucoup d'être là ce matin. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux autres panélistes. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent à la maison.
quand on écoute l'histoire de M. Nti, quand même. C'est ce que je voulais vous poser comme question. Lorsque vous écoutez l'histoire de M. Jonathan Nti, je pense que vous avez froid au dos. Hein? Bon, pas particulièrement froid, parce que vous êtes habitué, vous êtes un habitué des tribunaux. Voilà, vous savez, quand on fréquente des palais de justice, à Yaoundé et à Douala, un peu moins. Dans l'arrière-pays, les abus sont manifestement légion. Donc on peut être désolé pour lui. On espère que les autorités qui nous écoutent... Quelqu'un passe 18 mois en prison, 1 an et demi pour rien. Parfois ici, il y en a qui passent 5-10 ans pour rien. Vous voyez que... Incroyable. Oui, on m'a arraché tout ce que j'avais. Peut-être lui ne me connaît pas par le passé. Il faut rappeler que modestement, je peux vous dire que je suis l'un des patrons de presse les plus en vue de cette ville. Oui, ça, je peux vous le dire sans fausse modestie. C'est vrai. Dans Yaoundé. Parce que lorsque je me souviens que à l'époque à Royal FM, j'ai une masse salariale de 5 574 000 le mois. Monsieur Nti. Donc, vous imaginez que les gens m'arrachent tout. Je veux juste que vous compreniez un peu ce que vous avez subi. Ce que j'ai subi. Parce que la prison est parce que je renchéris pour ce que vous dites que les gens ont suivi. On peut même vous mettre en prison, ça va. Mais on vous arrache tout ce que vous avez. On vous prend tout ce que vous avez. Alors, ne dites pas qu'on peut vous mettre en prison, ça va. Quand on met en prison, c'est que c'est grave. Vous voyez. Mais ne vous en faites pas que je ne sache pas. C'est pas parce que je ne sais pas que ça n'existe pas. Ok, merci. Il y en a qui souffrent, je ne sais pas, mais ils souffrent. Donc, je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Notre justice, parfois, ne fait pas toujours bien les choses, mais on espère que dans le temps, ça va s'améliorer. Donc, alors, lorsqu'il y a vraiment un cas comme celui-là, je pose la question aux juristes que vous êtes. On l'a mis en prison pour rien. Il a été purement et simplement acquitté par la collégialité. Est-ce qu'il y a une suite? En principe, oui. Parce que quand vous avez été acquitté, ça veut dire que la justice a considéré que les charges qui pesaient contre vous n'avaient pas suffisamment de consistance pour que vous soyez, du moins, qu'on vous décharge de tout ce qui pesait sur vous comme accusation, en fait. Donc voilà, donc il est complètement déchargé de tout ce qui pesait sur lui. Donc il doit en principe engager des actes. Déjà, il peut demander des dommages et intérêts, clairement. Et bon, je n'ai pas le dossier, donc je ne peux pas vraiment savoir tout ce qu'on lui a pris, quand est-ce qu'on lui a pris, etc., pour avoir les délais et tout. Mais il y a quand même des choses à faire pour rentrer dans ses droits, puisque il est blanchi. Donc sa vie doit continuer comme elle était avant qu'il n'entre en prison. Voilà. Donc comme je n'ai pas le dossier, je ne peux pas clairement dire exactement tout ce qu'il y a à faire, mais bien sûr, je pense qu'il y a des... Pardon? Je vais apporter de l'eau à son moment. Allez-y. En matière de détention préventive arbitraire, l'article 236 et 37 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant fait l'objet d'une garde à vue abusive ou d'une détention préventive arbitraire, à l'issue de la procédure, a les voies de recours pour l'indemnisation. À cet effet, il y a une commission qui siège au niveau de la Cour suprême. Malheureusement, au Cameroun, la plupart des citoyens ne sont pas au fait de l'information. Pour revenir à son cas, en tant que président national d'un parti politique, je voudrais rassurer M. Jonathan Nti qu'il y a une réforme fondamentale que notre parti porte dans le cadre de la justice, à savoir la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Faire que désormais, ce soit le premier président de la Cour suprême qui soit président du Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général, rapporteur, le ministre de la Justice, secrétaire général. Cela va permettre qu'il y ait la tenue de conseil tous les ans et prévenir les actes de quelques magistrats qui peuvent être indélicats. Et au-delà de ça, il y a un problème de fond, la police judiciaire. Si de façon structurelle, la police judiciaire continue à dépendre de la DGSN et de la gendarmerie nationale, il va falloir créer un corps spécialisé du Bureau national d'investigation placé sur l'autorité fonctionnelle et structurelle du ministère de la Justice. Et au jour d'aujourd'hui, nous rendons à l'évidence que le curricula de formation académique des différents magistrats, puisque le thème pour lequel nous sommes conviés ici parle de la compétence, de la sanction sociale, compétence ou chance. Tout à fait. Le curricula de formation académique des magistrats également doit être revu. Il parle de la détention préventive arbitraire, pratiquement 18 mois. Il faut revoir les délais de prévention en matière de crimes et en matière de délits. Quand c'est l'information judiciaire, il faut passer de 18 mois
à 6 mois, renouvelable à 6 mois, 2 mois fois 3, et en matière de délit, 12 mois à 3 mois, renouvelable à 1 mois. Parce que je ne sais pas pourquoi on peut prendre quelqu'un, le déposer en prison et en retour, on passe le temps à attendre, Ah, ça, ce sont les suggestions que vous faites. Hein. L'apport de la solution. Ah, ok, non, parce que dans le code procédure pénale, c'est l'apport de solution. C'est pas ça. Donc, je me perdais un peu. Oui. Comme c'est ce que vous suggérez, d'accord. C'est l'apport de solution. Okay. Et pour cela, il faut également rentrer dans un dispositif dans lequel, pour devenir procureur de la République, il faut avoir été avocat pendant 5 ans. Pour devenir juge, il faut avoir été procureur pendant 10 ans. Vous allez vous rendre à l'évidence qu'avec cette réforme fondamentale, la justice aura une autorité beaucoup plus forte. Merci beaucoup. Hein. Nous allons avoir la journée internationale mondiale de quoi? Du merci. Journée internationale du merci. Journée mondiale du merci. Journée mondiale du merci. Oui, oui. On considère qu'à mesure que le temps passe, les hommes oublient la notion de merci. C'est vrai encore aussi, que le merci varie d'un lieu à un autre. Ailleurs, quand on vous dit merci, c'est pour vous dire je n'en veux plus. Autre part, quand on vous dit merci, c'est pour vous dire j'en veux encore, j'en redemande. Donc, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte et de l'air géographique. Il peut arriver que tu aies vraiment fait du mal, un grand mal à quelqu'un. La personne t'aurait dit je te dis merci. Voilà, vous voyez. Donc, ça, c'est un autre genre de merci. C'est un terme à interprétation variable. Mais quoi qu'il en soit, c'est la journée mondiale du merci. Donc, on va dire merci à toutes les personnes qui vous aident au quotidien. Moi, je t'ai aidé à te recruter dans cette entreprise. Oui. Et quand tu es venu dans cette entreprise, tu as fait en sorte que moi, on me chasse. Je t'ai dit merci. Et ça ne me concerne pas, moi. C'est une manière de parler. Non, écoute, vous avez souvent des choses. On a pris notre consultant. Il s'agit de notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blériot-Niemek, le dit, fils de Boumniebel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, ici, bonjour à votre panel d'exception. Je ne peux pas rester indifférent à tout ce que j'ai suivi. Je vais commencer par là où le président du PCPDC. Le président, vous êtes un président. Oui, président de parti. Le président a chuté avec des propositions pour vous dire quelque chose. Oui. Ce n'est pas vraiment la compétence des magistrats qui est mise en cause. Je crois aussi. Hein. Je vous assure, le magistrat, le médecin, l'enseignant sont des serviteurs de Dieu à la base. Parce que Dieu leur a donné une fonction éminemment élevée. C'est les 3 personnes dans une société qui ont le droit de vie et de mort sur les citoyens. Lorsque le diable corrompt une personne qui a un droit de vie et de mort sur les autres, c'est l'incarnation de Satan. C'est pour ça que je me gaussais dernièrement de la menace adressée aux enseignants. Vous ne pouvez pas menacer un enseignant, vous ne pouvez que le convertir. Un enseignant doit aimer les élèves comme il aime ses propres enfants. Tout à fait. Et celui qui aime ne fait pas du mal. Je suis d'ailleurs enseignant et je suis d'accord que les enseignants grèvent pour leurs conditions de travail. Mais je ne suis pas d'accord que les enseignants détruisent, que certains enseignants détruisent l'avenir des enfants. Vaudrait mieux ne pas faire du travail du tout, que tout le monde sache que tu ne vas pas au travail, que d'aller au travail, un mauvais travail. Et faire un mauvais travail. Dire à l'enfant que désormais, là où on dit le, tu vas me dire là. Parce que quand on t'aura payé, toi tu ne pourras plus corriger ce que tu as fait. Ça c'est pour le médecin. Vous imaginez, un téléspectateur nous envoyait une citation ici avant-hier. Un médecin mal formé est un criminel bien formé. Ouais. Le médecin a votre vie entre ses mains. Tout à fait. S'il est malveillant, s'il est malicieux, il vous tue. Qui que vous soyez, le magistrat décide de votre sort. Je dis donc aux magistrats, aux médecins, aux enseignants, mais comme on est sur les magistrats, sachez que ce n'est pas l'État seulement. C'est Dieu qui vous a choisi et qui vous a donné une lourde mission. C'est pour cela que dans votre profession, on parle de l'âme et de la conscience. Posez vos actes en toute âme et conscience. Tirez ce que vous appelez en droit l'intime conviction. Et sachez que même si vous êtes entre guillemets fort sur la terre,
vous et votre progéniture êtes responsables de tous les actes que vous aurez posés. Même si vous êtes le premier président de la Cour suprême, tous les actes dans votre vie que vous posez, vous et votre progéniture en portez la responsabilité. C'est pour cela que quand on a un papa qui a de la puissance, si on est sage, il faut lui rappeler tout le temps à la maison que papa, j'espère que tu ne fais pas du mal aux gens. Hein. Je vous dis quelque chose. Papa, j'espère que tu ne fais pas du mal aux gens. Hein. Parce que vous, les enfants, vous pourrez payer. Vous allez payer. Vous voyez, il y a des familles, quand vous voyez Marlène et vous, tout devenez comme une folle. Voilà, elle parle n'importe comment. C'est le mal que son père a fait. Moi, je préfère le lui dire comme ça. Donc, elle peut peindre les autres. Mais qu'est-ce qu'était son père? Son père a enlevé un Camerounais au poste parce que le Camerounais avait dit que Joseph Ngoué est mort. Le Camerounais était un Bassa, il savait la différence entre Mbouy et Ngoué. Lui ne connaissait pas Joseph Ngoué à l'époque. Comme il y avait un autre ministre qui s'appelait Joseph Mbouy, il dit que le collaborateur a dit Joseph Mbouy. Le collaborateur dit mettons la bande. C'est simple. On suit si c'est Joseph Ngoué, parce que les deux avaient le même titre, ils étaient deux Bassa, deux professeurs agrégés, ainsi de suite. Donc c'est toi, mettons la bande. On a chassé ce monsieur qui faisait très bien, qui est aujourd'hui décédé aussi. On l'a envoyé, parce que quand tu enlèves à la CATV Yaoundé pour t'envoyer à Bafoussaba à l'époque, c'est quand tu avais chassé des médias, voilà les hommes des médias. Le père de Marlène et vous, tout faisant donc des choses comme ça, c'est pas pour ça que la tête de Marlène et vous, tout est mélangée. Donc, le mal que vous faites aux enfants des gens, votre progéniture va en assumer les conséquences. Vous pouvez même les former, comme beaucoup de personnalités font là, vous faites que vos enfants deviennent sous-préfets, c'est zéro. Très souvent, votre enfant est sous-préfet et tout, et au lit, ne fonctionne pas, son engin ne se lève pas et tout. Il souffre. Donc, vous savez que la malchance tombe sur votre progéniture. Il faut arrêter de faire du mal pour quelques billets d'argent. À côté de ça, nous avons des magistrats d'une grande probité. Bien sûr. Ils ne sont pas les plus nombreux. C'est encore des magistrats qui vous ont libéré, n'est-ce pas? Je voulais justement vous dire que... C'est encore des magistrats qui vous ont libéré. Et monsieur, je peux vous donner... Lorsque j'ai pris la... Parce qu'on m'a empêché de prendre la parole. La procédure a fait 5 ans. Hein? Voilà. 5 ans de procédure. Et pour que je prenne la parole, il aura fallu que le procureur général près la Cour suprême, que je salue... Jean-Philippe Tamak. Non, lui, le procureur général. Lui, le procureur général. Le procureur général près la Cour suprême, monsieur Luc Ndjodo. Oui. C'est à lui que j'ai écrit une lettre. Et 10 jours après, il a donné des instructions justement à M. Tamak pour que mon affaire suive son cours. Parce que même appeler mon affaire, on n'appelle pas mon affaire. Mais pourtant, moi, je suis en train de purger, j'ai fini de purger la peine 5 ans. Donc, la procédure, c'est 5 ans. C'est encore d'autres magistrats d'une certaine probité, et je veux croire d'une probité certaine. Certaine, oui, bien sûr. Qui vous ont libéré. Élargi. C'est dire qu'il y en a qui réfléchissent ainsi. Je n'aime pas le citer, mais... Parfait et moi, nous avons un ami commun qui est magistrat. Et quand je cause avec lui, vous voyez, il dégage de l'humanité dans ses propos. Le magistrat est obligé de vous mettre en prison. Enfin, la loi vous met en prison. Mais vous voyez que celui-là a de l'humanité. Il y en a comme ça nombreux. Il faut dire aux mauvais magistrats que vous emporterez la peine. Si vous êtes mauvais magistrat, vous emporterez la peine. Merci. Alors, la citation, sans transition, la sagesse de ce matin, Blériot. Le courage est le refuge quand l'espoir est perdu. On peut reprendre. Le courage est le refuge quand l'espoir est perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à la vue d'un tigre, je te dis tout. Il n'y avait plus d'espoir, n'est-ce pas? Tout était... Tout ce qui vous a servi, tout était perdu. Le courage. Le courage et la détermination. Et j'ai envie de dire, c'est une déclinaison vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'il y a des forces qui peuvent être... Dieu est vivant, hein? Bien sûr. De tout. Il y a des forces qui sont au-dessus des petits esprits. Si on avait dit au magistrat qui m'a envoyé en prison qu'on pouvait le chasser de Yaoundé, il n'allait pas accepter. Bon, mais ne dites pas non plus que c'est vous qui l'avez chassé de Yaoundé. Non, je ne sais pas. Non, je ne veux pas. J'ai dit que si on l'avait, moi j'aime donner des conseils. Si on l'avait, on allait. Moi j'aime donner des conseils à tout le monde et à moi-même.
Ne dites pas que c'est vous qui avez chassé le magistrat de Yaoundé, parce que si vous le dites ainsi, monsieur, c'est que vous faites la même chose que... Trafic d'influence. La même chose que ces gens-là. Je n'ai pas besoin de... Déjà que je ne connais personne dans les gens qui statuent dans le... Ce qui est vrai... Pour envoyer... J'ai parlé de Dieu ici, j'ai dit que Dieu est au-dessus. Ce qui est vrai, c'est ce que nous avons dit. Les actes que nous posons, nous... Bien sûr, Merci beaucoup. Le Cameroun, le monde peut changer, vous savez. Ne l'oubliez jamais. Donc, vraiment, beaucoup de courage encore à Jonathan Ti. Nous osons croire que vous allez être, comment on dit ça, rentrer dans mes droits. Oui, rentrer dans les droits et vous allez être dédommagé. Hein. Il y a des délais. Bien évidemment. Voilà. Il y a des délais. Il faudra qu'entre la fin de la détention préventive arbitraire et l'exercice d'action, que 6 mois ne soient pas écoulés. Si après 6 mois, vous n'avez pas exercé votre action, vous êtes fort clos. De toutes les façons, il y avait un article que j'ai beaucoup aimé, hein, qui fait partie de nos lois au Cameroun. Le professeur Minkoua, lorsqu'il m'enseignait l'introduction au droit, il passait le temps à l'amphi à réciter cet article. Il disait: tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel cela est arrivé à le réparer. Donc le mot que je cherchais, c'était la réparation. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour au richissime panel comme à l'accoutumée. Je tiens à saluer d'ailleurs Jonathan Ti, le pasteur. Pour nous qui sommes des journalistes, nous connaissons qui est Jonathan Ti. Hein. Et je tiens quand même à préciser que ce fut mon premier employeur en 2014 à Royal FM. Ah, d'accord. Ouais, donc Jonathan Ti ne raconte pas des sottises. Non. C'est un patron pas de du tout. presse. Oui. Mais que l'on a envoyé en prison tel un malpropre. Malheureusement, c'est la société camerounaise qui vit ainsi. Il a employé de nombreux, il a permis à beaucoup aujourd'hui. Il a employé de nombreuses stars de radio. Je pense notamment à Raphaël Ndedi, Damaris Serge Tamba, Dimitri Amba, Dominique Tita, Paul Désibia. Oui. Ils sont C'était nombreux. ses employés. Oui, ils ont travaillé tous à Royal FM. Alors, Patrick Bala, vous êtes là ce matin certainement pour nous amener, comme d'habitude, en kiosque. Que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté de la météo. Le Tri-Hebdo qui est en kiosque ce jour pour parler de Niat, Marcel Niat Difendi. Eh bien, la météo nous fait savoir que le président du Sénat se porte mieux après son hospitalisation, vous le savez, du côté de Paris, où il se fait soigner depuis quelques temps. Eh bien, le président de la Chambre haute du Parlement s'apprête d'une source crédible à quitter l'hôpital pour regagner dans les tout prochains jours Yaoundé. C'est une information à retrouver ce matin en page 3. Et puis vous avez au bas de la page, notamment en page 4, l'exercice 2024 circulaire portant instruction relative à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'État et des autres entités publiques. C'est une information également que vous retrouvez ce matin dans ce journal La Météo. Info Matin s'intéresse ce jour à la transformation locale du blé. Fouche Galestus Gentry inaugure une nouvelle usine, nous fait donc savoir le journal en grande une. Ceci en présence de ses collègues du commerce et des transports, Luc Magloa Mbarga Tangana et Jean-Eners Massenangale Bibé. L'unité industrielle de la société La Pasta, ouverte ce 10 janvier à Kribi par le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, représentant le Premier ministre Joseph John Gouté, a une capacité de production de 12 000 sacs de 50 kg de farine par jour. Information à retrouver en page 3 ce matin. On en parle également côté mutation pour ce qui est de ce port de Kribi et la main à la pasta, nous fait donc savoir le journal pour revenir sur cette inauguration de cette nouvelle unité industrielle qui s'est déroulée hier du côté de Kribi. Alors avec le Témoin ce matin qui a une actualité assez particulière, c'est le scandale du côté du quartier Anguissa. Et bien selon le journal, tous les habitants du quartier Anguissa bientôt sans domicile. Et bien pourquoi? Parce que c'est une rocambolesque affaire d'une expropriation foncière prétendument non dédommagée, remontant donc vers les années 1960, qui sort donc les populations du quartier Anguissa de leur ambiance légendaire habituelle pour
plongé, ceci si rien n'est fait, dans la stupeur, l'émoi susceptible de conduire aux tensions sociales. Que se passe-t-il dans ce quartier de la ville de Yaoundé pour qu'on parle d'un éventuel rasage? L'enquête, c'est à lire en page 4 de ce journal Le Témoin. Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public, s'intéresse quant à lui au fer à béton et nous fait savoir que les prix ont encore baissé. Ceci dans un communiqué publié le 9 janvier dernier. Le ministre du Commerce donne la nouvelle grille des prix de ce produit dans les villes de Yaoundé et surtout de Douala. La baisse va donc de 70 à 200 francs CFA selon les formats sur le terrain. Les commerçants appliquent d'ores et déjà cette décision au grand bonheur des consommateurs. Information à retrouver en page 7. Allons du côté du journal d'Aman Manas, ce matin le quotidien Bleu le Jour, qui nous situe sur l'actualité liée à la ville de Mora. 4 humanitaires enlevés du côté de Ouaza. Eh bien, selon le journal, la voiture qui transportait ses employés d'une organisation non gouvernementale qui porte secours aux victimes des abus de la secte islamique Boko Haram a été retrouvée sur la nationale numéro 1. Information à retrouver ce matin en page 3. Le messager de Fopius Ndjawe nous parle donc de Chanda Ton. Ce que ce dernier pense donc de Gaza, eh bien, selon le diplomate et médiateur universel, il fait une analyse de la guerre Israël-Gaza et appelle donc la communauté internationale, ceci en faveur d'un cessez-le-feu, non sans établir un parallèle avec la situation au Cameroun. Information à retrouver notamment ce matin en page 5 de ce journal. La nouvelle parle ce matin de football avec la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et selon le journal, les Lions indomptables sont prêts à rugir. Le manager sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon de football du Cameroun et son équipe sont arrivés à Yamoussoukro hier, accueillis de ce côté-là par les populations ivoiriennes. Ils seront logés à l'hôtel Président dans la ville de Yamoussoukro. Eh bien, on va poursuivre avec le journal Le Soir, le tri-hebdo d'Armand Bianda qui parle de ce 4e forum tripartite Cameroun RCA Tchad sous de bons auspices du côté de Kribi. Nous fait donc savoir le journal à lire intégralement de la page 3 à la page 4. Et bien parfois ici on termine avec le journal Économie. Le quotidien parle ce matin du transport maritime. Les navires camerounais dans la liste noire des Émirats Arabes Unis, eh bien ils sont interdits de naviguer sur les eaux émiraties depuis le 2 janvier 2024. Les raisons sont à lire en page 2 de ce journal. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on met un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, le meilleur c'est justement dans le cadre de ce programme prestigieux Espace Mini. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. L'actualité ce soir aux 19h et aux 20h de manière prioritaire. On parlera de quoi? On parlera de manière prioritaire de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Vous savez que nous sommes à 2 jours de cet événement. Donc, on a une grande page spéciale qui fera l'objet donc de l'information majeure aux éditions des journaux 19h et 20h ce jour, avec bien sûr l'arrivée des Lions indomptables du côté de Yamoussoukro. Comment se passe l'accueil? Comment se passe également l'acclimatation pour les quintuples champions d'Afrique qui vont à l'assaut d'un 6e sacre du côté de la Côte d'Ivoire. Patrick Bala. Parfait Aïs. À demain 10h. À demain, parfait Aïs. À tout. Bon retour sur ce plateau. Une fois de plus, nous allons rendre hommage à un grand fidèle téléspectateur de Espace Miné et qui n'est plus de ce monde. La famille Djomo à Yaoundé et partout dans le monde à la profonde douleur d'annoncer le décès de leur mari, père, grand-père et beau-père, Monsieur Djomo Zakari, décès survenu le 22 novembre 2023. C'était à l'hôpital central de Yaoundé, des suites de maladie. Il faut dire que la levée de corps est prévue ce jour à 14h à l'hôpital général de Yaoundé, suivi d'une grande veillée au domicile du défunt Sizangousso au lieu-dit Matrix Télécom. Une veillée suivra au domicile du défunt dans son village natal à Balengou le vendredi 12, suivi de l'inhumation le samedi 13 et des funérailles. La famille prie toute personne l'ayant connu et aimé d'avoir une pensée
pensée émue pour l'illustre disparu. Donc, de tout cœur, avec la famille Djomo, qui a perdu leur papa, qui a perdu leur connaissance. Que la terre de nos ancêtres soit éternellement légère. Et on passe la parole à Bernardo Basson, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici aujourd'hui, la dénonciation nous vient du côté de Ngouloumakon. Ngouloumakon par C'est sur la route... il y a donc plusieurs Ngouloumakon. Oui. Il y a un Ngouloumakon du côté de la route des Boulouvards. Il y a l'arrondissement de Lobo. C'est ce qu'on me dit. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs Ngouloumakon. Même à l'Est, il y en a. Voilà. Je pose les faits. Même chez les Bassa, il y a un gourmand. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Alors, donc, de ce côté, le technicien principal d'agriculture, qui est chef de poste agricole de Ngouloumakon, se plaint des agissements du sous-préfet d'Okola. Visiblement, Lobo dépend d'Okola. Naturellement. Alors, il dénonce le fait que le gouvernement lui fait certaines gratifications en tant que chef de poste agricole. Mais pour qu'il les perçoive, le sous-préfet doit signer un ordre d'accréditation pour qu'il puisse se faire payer à la perception d'Okola. Sauf que, depuis 3 ans, pour que le sous-préfet signe cette accréditation, il subordonne cela à un nombre important de chantages. Par exemple, il exige qu'on règle certaines de ses factures à l'hôpital. Donc les factures de ses proches qu'il a à l'hôpital, par exemple, devraient être réglées par la personne qui veut se voir signer l'accréditation. Autre chose, il demande à ce que chaque personne à qui doit signer l'accréditation achète une rame de papier qu'il taxe à environ 23 000. Une rame de papier. Oui. Et il exige par exemple 25 000 francs CFA pour toutes les personnes à qui il va signer l'accréditation. Donc on se plaint de ce côté-là que ça fait 3 ans que ça dure et on ne comprend pas. Bon, j'ai bien sûr des éléments, vous savez comment envoyer des papiers et tout. Et le sous-préfet, je préfère ne pas rajouter, mais semble être désobligeant quand on tente de le contacter. Donc de ce côté, Il est nerveux. oui, il est nerveux. De ce côté, c'est très gênant et donc on a pensé ce matin qu'il fallait dénoncer cela. Vous savez, il y a une bonne race de chefs d'État qui sont restés comme des chefs d'État d'il y a 50 ans. Toujours 70 nerveux. ans. 70. J'ai me dit 70 ans. Vous dites que c'est le sous-préfet d'où? Okola. Le sous-préfet de Koula, oui. Chez les Étonnes, le sous-préfet de Okola. Oh, c'est pas possible. Il s'appelle... Je donne le nom. Mais plus le sous-préfet de mais ça, la localité. Tu dis le directeur de l'hôpital central. Le ministre Tangan n'arrête jamais cette Non, émission. il s'appelle Olomo André Christian. Voilà. Olomandre Christian. Ouais, Olomandre Je passe la parole à Tédicé Dieudonné. C'est quand même incroyable hein, lorsque nous suivons ce genre de dénonciation. Relativement à ce genre de dénonciation, nous pensons que la démarche du moniteur agricole ou de délégué d'agriculture, certes, il faut prendre les médias à témoin, mais en tant que fonctionnaire ou contractuel d'administration, je ne connais pas sa qualité. C'est un abus de fonction si d'aventure les faits sont avérés. Au lieu de rentrer dans une logique du people, il peut saisir le procureur de la République pour se plaindre de tels agissements. Et le procureur de la République, croyez-moi, qu'il soit sous-préfet, gouverneur, sera convoqué chez le procureur pour être entendu. Dans ce pays, Oui. Permettez-moi. qu'il soit gouverneur. Oui, permettez-moi. Oui, parlez de La justice, Oui, c'est ce que la loi dit, prévoit. Bon. En tant que modeste conseil, je suis permanemment au contact de ce service. Tout à l'heure, vous disiez que le magistrat est serviteur de Dieu. Je vous dis que Romains 13, verset 4, le magistrat est le serviteur de Dieu pour le bien du justiciable. Et il y a encore des magistrats qui sont debout. Oui, debout dans tous les sens. Debout. Ouais. Et soyez le pape. Soyez le pape. Quand il décide de vous placer, son téléphone est fermé. Et il agit. Donc je pense que ce sont des agissements qui ne relèvent même pas des actes administratifs. C'est un abus de fonction et c'est un délit. Et à cet effet, le sous-préfet en tant que chef d'État bénéficie de ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Si
en vertu de nouvelle juridiction, le sous-préfet ne peut pas être jugé dans le département d'Alequier, qu'il saisisse au procureur oblique, qui va référer au procureur général, qui saisira le président de la cour d'appel à l'effet de désigner une autre juridiction pour instruire de cette affaire. Voilà, c'est assez simple. Très bien. Merci pour la procédure que vous donnez au chef de poste agricole de Ngolmakon par Okola. Jonathan Ti, c'est vrai que vous êtes Manguissa, mais les Manguissa, les étonnes, c'est presque la même chose. Donc ça vient de vos localités. Voilà. Mais il ne faut pas beaucoup parler, on peut encore t'arrêter. On parle doucement. Mais quand un sous-préfet agit de cette manière, est-ce que ce n'est même pas une honte pour la fonction, la grande fonction qu'il occupe? Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que être sous-préfet dans un pays qui s'appelle Cameroun, ce n'est pas rien. Oui, justement, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que le pays, en fait, beaucoup de personnes estiment que leur fonction ou la parcelle de pouvoir qu'on leur attribue, ils peuvent ils se servent à leur guise et c'est un véritable problème. C'est pourquoi je dis, il faudrait, de mon point de vue, il faudrait que les autorités, notamment, je le dis, moi, chaque fois que je veux parler, je préfère interpeller le président de la République pour lui dire, nous sommes à une époque. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2023. Et je pense qu'il y a des actes... 2024. En 2024, pardon. Qui ne se devraient plus. Lorsque en 2024, nous écoutons un acte comme celui dont nous avons sur le plateau, c'est ridicule. Est-ce que c'est pas ridicule? C'est ridicule. Un sous-préfet qui demande qu'on achète un rame de papier à 21 000, qui demande 25 000, qui demande qu'on s'occupe de ses proches qui sont à l'hôpital, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas souiller l'administration territoriale? Oui, c'est pour cela que je continue de dire que c'est un problème. Le monsieur disait tout à l'heure, le président du parti disait tout à l'heure qu'il faudrait que le monsieur dépose plainte. Mais moi, je crois qu'il faut davantage, beaucoup plus se plaindre, dans le médiatiser. Je tiens à rappeler que je n'aurais pas été un homme de médias, que mon affaire ne se serait pas passée de la même manière. Vraiment, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. C'est-à-dire que je n'aurais pas été un homme de médias. Les médias ont fait du bruit. Oui, beaucoup de bruit. Les médias, et ça, je leur suis reconnaissant. Et c'est aussi pour cela que c'est bien lorsque vous êtes, même quand vous avez aussi le pouvoir, d'être bien, parce que je sais que j'ai été aussi bien. Très bien. Et c'est la raison pour laquelle être bien nous amène à gagner davantage. C'est-à-dire que même quand vous êtes un chef, ayez la politesse ou l'amabilité de faire très bien votre travail, de jouer très bien votre rôle. Cela peut vous... Quelqu'un parlait tout à l'heure d'humanisme. Bien sûr. TJC voulait coller rapidement un petit commentaire. Un petit commentaire. Je voudrais faire observer que tant qu'il s'agit, puisqu'il dit que le chef d'État demande les rames de format, il s'agit de simples déclarations. Les paroles s'envolent. Les écrits restent. Les écrits restent. Et le risque que cet agent court, c'est de se faire poursuivre au tribunal pour des faits de diffamation, parce que comme le sous-préfet ne lui a jamais délivré aucune notice y afférent. Et si donc, il se trouve que dans la mise à disposition de ce qui lui est dû, il y a des entraves, ce sont des faits. Le tribunal administratif est bien situé pour connaître les faits. En même temps également, je ne suis pas juge, mais je pense que même le dernier des juges comprendra quand même qu'un sous-préfet normalement constitué ne peut pas t'avoir une correspondance pour te demander une rame de papier. Attendez un peu, le juge le sait, non? C'est pas quel genre de sous-préfet va écrire ce genre de correspondance. Mais verbalement, le même juge sait également que verbalement, le sous-préfet peut te le demander. C'est pourquoi la saisine du procureur oblique en dénonciation permettra au procureur oblique de convoquer les deux. Je vous assure qu'il... Même quand le sous-préfet te demande 25 000, vous avez vu un sous-préfet qui a écrit une lettre, il dit que pour te envoyer 25 000. À défaut d'écrire la lettre, s'il a demandé verbalement, si vous déportez sur le procureur, vous le saisissez par voie de dénonciation en vertu de l'article 135 du Code de procédure pénale, il va, sur la base de votre dénonciation... Et pour vous pouvez justement démontrer que depuis 1 an, 2 ans, mon dossier est bloqué. Parce que le sous-préfet me demande ceci, il me demande cela, il me demande cela. Et il le convoque parfois en votre présence. Il vous... Et il confond. Oui, il vous confronte et à l'issue, des mesures assez sérieuses sont prises. Pierre Bluriot-Nyemek, chaque Camerounais qui occupe par un moment une position de pouvoir essaie d'en abuser. Non, c'est
le mal est profond, mais on va trouver des solutions à ça. Vous savez, le Cameroun ne peut pas continuer d'aller mal. Il va se redresser de lui-même. Il va se redresser de lui-même. Nous sommes déjà au fond. On ne peut plus continuer de descendre. L'autorité administrative jouit d'un certain nombre de privilèges. Tout à fait. Et au Cameroun, nous savons que les privilèges sont tels que ces gens n'ont pas besoin de descendre dans la basse corruption pour bien vivre. Leur ministre leur a acheté des voitures Peña dernièrement. À hauteur de dizaines de millions. Hein. Peña, c'est-à-dire que, il dit que comme on appelait avant. Des voitures de 60, 70 millions. Peña. Et je crois que quand tu achètes une voiture Peña à quelqu'un, tu sais quand même qu'il doit s'occuper de la voiture Peña. Avec les mesures qui vont avec. Les descentes sur le terrain, ceci, cela. Il y a beaucoup de petites choses. Bon, celui-là de Dokola n'est pas fin. Il est brutal. Il est brutal. Et il doit savoir que les États et les Manguissa n'aiment pas qu'on les brutalise. Donc, il n'est pas dans la bonne zone pour faire ces choses-là. Bon, pour être plus sérieux, je crois que le sous-préfet Bernardo n'a pas voulu le dire ainsi. Il s'est montré désobligeant quand on a essayé de le joindre. Mais ça c'est Bernardo. Parce que je dis, hein, il y a une dame qui est venue nous voir ici dernièrement, un médecin lui devait de l'argent dans des pratiques bizarres. Elle m'a donné le numéro du médecin. J'ai appelé le médecin. Il a voulu me dire que non, je suis occupé. Je lui ai dit que mon frère, c'est mieux que tu m'écoutes, sinon tu ne seras plus occupé. Donc, écoute-moi. Je lui ai dit, tu ne peux pas escroquer de l'argent à une dame promettant de soigner la drépanocytose à ses 2 enfants. Donc, remets-lui son argent. Bon, j'ai plus le temps de te rappeler. La dame m'a appelé pendant que j'étais avec Bernardo dans le véhicule. Elle m'a dit qu'il lui a déjà avancé 200 000. Voilà. Non, on trouve beaucoup de solutions. Parce que moi, j'avais l'intention de venir ici, parler de ce médecin qui est dans un grand hôpital de Yaoundé, le citer, et je sais que mon ami Manaouda allait écouter. Et appeler donc le médecin. Et ça ne devait pas une autre. Mon frère, tu vois ce que tu peux créer, et ici, c'est comme ça. Parce qu'on va résoudre certains problèmes de cette façon-là. Vous ne pouvez pas avoir une telle posture et vous montrer désobligeant. Non, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Donc, la voie indiquée est là. Mais celle-ci aussi, c'est quand vous refusez, et ça, j'encourage Bernardo à le faire souvent, appelez le mise en cause. Dites-lui qu'avant de vous exposer, est-ce que vous pouvez vous-même régler telle situation? Nous, on va corriger les mœurs brutalement comme ça. Donc, je crois que le sous-préfet de Kola ne va pas bien dormir aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Parce qu'à Okola, les gens nous suivent, on lui dit derrière que mon frère, tu es derrière une vedette. C'est pas une bonne vedette. On parle de toi, Info TV et tout ça. Son collègue Karabola, il a eu sa dose. Ah, il faut oui. Il y a 2 autorités qui sont en prison, hein, déjà. Bien sûr. Dans cette zone. Toujours dans la zone de Okola Lobola. L'ancien maire même est en prison. Dans la zone là, soit de... le sous-préfet de Okola, la zone là, elle est un peu prisogène. Bernardo Basson, est-ce qu'il n'est pas simplement question pour ces grands commis de l'État de faire normalement leur travail? Moi, j'ai causé parfois avec certains grands commis de l'État qui m'ont dit qu'ils ont rendu des bons services aux usagers et certains usagers sont venus pour leur dire merci alors qu'ils ne l'ont rien demandé. Maître Tidjassé, si je prononce mal. Tidjassé, pardonnez-moi de ne pas bien prononcer. Généralement, sur Espace Miné, je ne prends pas la posture du juriste sec. Je vous ai compris. Parce que, bon, vous avez dit abus de fonction. C'est plus pour les préposés. Là, c'est abus d'autorité ou de pouvoir parce que le sous-préfet a une autorité. Vous voyez, vous connaissez bien la nuance. Voilà. Donc, on est dans l'abus de pouvoir ou d'autorité, qui est le fait qu'une autorité administrative agissent au-delà de ses fonctions pour nuire ou pour avoir des services autres que ceux prévus par les textes qui l'ont consacré à cette fonction-là. Donc ça veut dire qu'il faut être juridique dans le sens pur du terme, j'aurais pu l'être. Mais pour moi, je dis souvent que lorsque la cause humaine est profondément sollicitée, la justice des hommes ne peut pas la résoudre.
il faut une justice plus éclairée. Et c'est pour cela que des fois, M. Yemek sur le plateau prend la posture du sage parce qu'il pense que les problèmes sont si humains et ils sont si profonds que venir soumettre cela à l'application des textes qui parfois eux-mêmes sont maladroits, vous le savez. Vous le savez aussi bien que moi, ils sont compassés sur année anachronique, désuets, parfois ne résout pas assez le problème. Donc ici, ce que le sous-préfet peut comprendre, c'est que tout ce qui est debout finit par tomber. C'est une citation que j'ai apprise hier d'un aîné. On était dans un restaurant et il me disait que mon petit frère, écoute, tout ce qui est debout finit par tomber. C'est clair. Bon, ça vous suppose que les deux sont en train de rire, non? Parfois, il rit parce qu'il sait qui m'a dit ça hier. C'est lui, en fait. Tout ce qui est debout finit par tomber. C'est lui qui l'a dit hier. Mais, donc, le sous-préfet, pour le moment, est debout. Mais, à force d'agir de manière inconforme, de manière maladroite, de manière déplacée, il finira par tomber. Deuxième chose, les personnes qui sont victimes de certains abus ne doivent pas avoir pour principal réflexe de venir toujours nous voir. Et là, je vous rejoins totalement, M. TJC, parce que il faut quand même saisir la justice. Le code de procédure pénale définit clairement la procédure. Même si je pense qu'elle ne va pas résoudre le problème, il faut au moins la saisir d'abord avant de venir nous voir. Et ici, on prendra la posture non pas de juge, parce qu'on n'est pas des juges, mais d'hommes de société qui peuvent apporter notre contribution. Maintenant, pour sortir par faire ici, je voudrais demander aux hommes, souvent, de se projeter dans le temps et de se dire que, à la vérité, ce qui semble aujourd'hui disponible peut à terme être indisponible. Donc ce sous-préfet-là est très mal parti. Parce que quand le ministre Atangandji va écouter l'émission, il va le regarder comment? Il va dire quoi? Donc là où il est, il devrait savoir qu'il est très mal parti. Il doit donc, humainement parlant, saisir sa hiérarchie, le préfet, faire état de ce qu'il s'est mal comporté, saisir le monsieur plaignant, lui dire vraiment, mon frère, prends ça comme des écarts, comme des abus humains, et promettre de ne plus faire ça. Voilà comment nous on peut l'aider. Parce que si, et monsieur te dit, pour sortir, n'oubliez pas que le Cameroun est un pays complexe. L'ENAM, par exemple, c'est pas pour faire une insistance sur l'ENAM, présente un système dans lequel, quelquefois, des personnes y ont accès par des méthodes particulières. Et donc, cela donne du zèle à certaines personnes qui ont l'impression d'être pistonnées, d'être protégées par des personnes plus puissantes. Et donc, elles estiment que les abus leur sont loisibles. Alors qu'à la vérité, on a vu dans ce pays les grands ministres tout puissants qui sont retrouvés, qui sont même encore en Kondengui. Donc, quand on se projette, on se dit quand même qu'il faut faire attention. Nous allons lire les nombreux messages. Bonjour le sac de modérateurs et beaucoup de courage pour le travail abattu. J'aimerais juste savoir la position d'Info TV par rapport à la diffusion des matchs de la CAN. Pardon, monsieur Aïssi, dites au PDG de bouger. Nous comptons sur Info TV pour visualiser les matchs de la CAN. C'est Charles de Nkolmesan qui envoie le message. Charles, moi je pense que vous êtes un blagueur. Comment ça? Comment? Non, papa, ici, il faut lui dire que pour ce qui concerne la diffusion des rencontres sportives, il y a en Afrique l'Union africaine de radiodiffusion qui discute avec les chaînes généralement étatiques qui, dans la plupart des cas, ont le monopole. Maintenant, d'autres chaînes privées peuvent racheter une part du marché, mais généralement ce sont des chaînes publiques étatiques qui ont le droit, qui ont le monopole sur la diffusion des rencontres sportives car les compétitions sont continentales ou internationales, dans la Coupe du Monde par exemple. Donc à l'état actuel des choses... Le problème c'est que parlons même peu, parlons vrai. Il sait ce que ça coûte comme coup. Voilà, pourquoi il dit que c'est un blagueur? Non, moi je ne pense pas qu'il soit blagueur. Je dis, nos téléspectateurs ne connaissent pas, hein, ici, non, ils disent souvent ainsi qu'ils peuvent soutenir Info TV. Le moment est donc venu. Et ça va pas, c'est comme ça que tu devais faire. Je crois on va revenir. Bon, tout le monde sait ici que je suis juriste sportif. La production d'une rencontre de football par un média public ou privé en produisant le signal coûte environ 15 millions de francs CFA. Une rencontre. 45 minutes. Non, 15 millions même c'est petit. 90 Il y a des rencontres, ça dépasse cela.
Ça, c'est la production, mais maintenant, la Alors, logistique autour. On va lire d'autres messages. Hein. Bonjour le Phénix, merci à vous d'être la bouche des bouches qui n'ont point de bouche, la voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Ce sous-préfet est entré à l'ENAM par le réseau, un vrai villageois, voire indigène. C'est Djibril N'Djamena. Non, faut pas quand même insulter le sous-préfet. Autre message ce jour. Bonjour tonton El Perfectissimo et à votre panel, surtout à monsieur Blériou Niemek, juste pour dire que ce qu'on fait quand on est en position de force, on nous le fera quand on sera en position de faiblesse. Dixit parfait ici et toi. Tout à fait. La citation là m'a valu des problèmes. Hein? Moi, je ne veux plus la citer. Autre message ce jour, et là je vous amène au 213. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour aux démineurs. Le 213, c'est l'Algérie. Ouais. Bonjour aux démineurs. Franchement, je trouve cela très maladroit de votre part de parler d'un cadre de l'État, en plus de tout un sous-préfet de la sorte, dans une dénonciation. C'est quand même un sous-préfet de la République. Vous ne pouvez pas tirer comme ça sur un haut commis de l'État sans preuve. Tout un sous-préfet, je ne suis pas d'accord avec cette démarche. J'espère qu'il n'y aura pas de conséquences, car le trouble est collectif et la sentence est individuelle. Le sous-préfet les voies de recours, non, mon ami de l'Algérie. Le sous-préfet les voies de recours. En fait, non, le gars de l'Algérie n'avait pas de problème. Ça va. Et en plus, même vous n'êtes pas toujours obligé d'écrire. Hein. Non, vous pouvez aussi regarder l'émission jouer sans écrire. Je vais dire au type qui écrit là, nous dénonçons, moi je parle de moi, je dénonce depuis une quinzaine d'années. Je dis une quinzaine. Je n'ai jamais eu de procès. Bon, ça ne vous dit rien. Qu'il sache aussi que ça veut dire que quand j'ai dénoncé, il y a des vérifications. Il y a des vérifications. Bernardo a même dit quelque chose. Il y a même des choses qu'il n'a pas envie de dire. Je les ai là au téléphone. Non, ne dis pas. Non, attendez, je vais dire à vous, monsieur de l'Algérie. L'un des patrons de ce sous-préfet, ancien patron de ce sous-préfet, dit ceci. Ce sous-préfet de Kola est quelqu'un de belliqueux. Et Blériou, il ne va pas vous enfoncer. Dernièrement, vous allez enfoncer le sous-préfet. Dernièrement, les journaux ont signalé qu'il avait fait enfermer les laveurs de voitures, qui avaient refusé de laver la voiture de sa voiture et celle de sa femme. Que le monsieur de l'Algérie vienne. Quand j'ai appelé, on m'a dit que c'était faux. Donc, voilà. Le monsieur de l'Algérie, lui, sait que nous sommes communs. Il faut arrêter ça. Quand vous regardez la télé, quand un sous-préfet peut nous menacer parce qu'il regarde la télé, il faut faire attention. Autre message ce jour. Bonjour le sac de modérateur. Pardon, on ne finit pas l'émission sans dire dans exactement 40 minutes, vous retrouverez les Amazones, les plus belles femmes de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? C'est Patrick de Yaoyo Kadjouma. Autre message ce jour. Hein. Je pars en France, du côté de la France. C'est le plus 33. Bonjour parfait et à ton excellent panel. Permets-moi de faire un petit rattrapage en souhaitant à Mathias Eric Owonangini et féliciter Koura Owona, mes condoléances pour le décès de leur érudit et professeur de père, le regretté Owona Joseph, vu que je ne suis pas connecté depuis un moment. Les sous-préfets du continent sont en majorité des petits enfants gâtés qui n'ont pas très souvent le sens de l'éthique et de la morale. D'ailleurs, il y a un actuellement qui a été jugé pour avoir tué sa petite, à qui il disait souvent qu'il était un dieu dans sa localité. Vivement, en Cameroun nouveau, c'est Fabio Otama qui envoie le message. Je pense au sous-préfet, c'était l'ancien sous-préfet de la Lokunji, à Kribi. Il a été condamné dernièrement. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Monsieur Parfait, ici à votre impressionnant panel. Pour la dénonciation, ce monsieur aime trop l'argent, surtout pour les descentes de terrain. C'est Eyebe Dokola. Ouais, je n'aime vraiment. Vous allez enfoncer le sous-préfet. Hein. C'est sûr que si le sous-préfet me regarde, il est en train de dire, bon, arrêtez alors comme ça. Arrêtons, là il va nous appeler. Si vous allez enfoncer le sous, c'est le type de l'Algérie qui a dérangé. Maintenant, les gens sortent pour venir donner les casseroles du sous-préfet. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis heureux de voir qu'il y a encore des valeureux Camerounais qui se battent pour la vérité. Beaucoup de courage à vous, Ndenga Ferdinand Cartier. Vive la patrie. Autre message ce jour. Oui. Une seconde. Est-ce que vous avez suivi, vous avez fait attention au message subliminal de notre téléspectateur de l'Algérie?
Non. Il a dit que le désordre est collectif. La sanction est individuelle. Notre téléspectateur voulait nous faire comprendre que ce que le sous-préfet va nous faire individuellement. Est-ce que vous avez compris ça? Nous sommes à la télé. Demandez-lui de retirer son message. Nous sommes à la télé. Un message pour dire qu'il ne va plus dire ce qu'il a dit là. Parce que certainement il ne sait pas de quoi il parle. Il y a encore d'autres messages. C'est M. Niemek qui m'a dit sur ce plateau que Bernardo, les gens ont le droit de donner leur... Non, ce n'est pas... Non, attendez. Si on devait venir s'asseoir ici, monsieur de l'Algérie, pour qu'on ait peur que si on dénonce un sous-préfet, c'est fini pour nous, on serait là pourquoi? Et pourquoi vous nous demandez souvent de parler de billard? C'est d'ailleurs pourquoi nous pensons qu'il faut dépénaliser du délit de diffamation par voie de presse et remplacer par le droit de réponse et la révélation de la source. Oui. C'est la réforme que nous apportons. Autre message ce jour, bonjour aux démineurs. Juste dire à Bernardo que le problème, c'est le manque de culture juridique. Nul n'est censé ignorer la loi. Combien de Camerounais ont un exemplaire du code pénal ou de la Constitution? C'est Bertrand Amarois qui envoie le message. Je pars du côté du 241, c'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour à tous les panélistes du jour. Bonne et heureuse année 2024. C'est ce que je fais ce matin. Un coucou à Niemek, à demain. Merci. Autre message encore ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le vert ou jaune est formidable, vivons seulement. S'il te plaît, le sac de modérateur, vu que le PM de la France est en l'envers, les autorités camerounaises vont le saluer avec quelle main, gauche ou droite, quand on connaît le rôle des mains dans une relation... Monsieur Nangamedjo depuis Menganga, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur Nanga, tu n'es pas sérieux. Et en l'envers, et saluer avec quelle main, je ne comprends pas. On salue un premier ministre comme on a l'habitude de saluer tous les autres premiers ministres. Moi je ne sais pas où est le problème. Hein? Monsieur Nanga n'est pas le sérieux. premier ministre de la France vous a fait quoi? Il n'a que 34 ans. Comme Ahidjo également était devenu premier ministre à 34 ans. On salue normalement Ahidjo, non? Tout à fait. Perfect, bonjour. S'il te plaît, ce matin, j'ai plutôt une pensée forte pour Olivia Bossal. Comment elle va? Oui, ça commence à aller. C'est toujours un message qui nous vient de l'Algérie. L'Algérie est représentée ce matin. Autre message. Qu'est-ce qu'on dit là? Vraiment, je ne voulais pas enfoncer le sous-préfet. Je n'ai dit que les faits réels. Non, on ne dit plus. On ne dit plus. Je vous dis que le sous-préfet est à mal. Donc, le monsieur de l'Algérie n'a même pas aidé le sous-préfet. Je suis en train de sauter beaucoup de messages. Il n'a pas aidé. Bonjour, monsieur. Je déteste le sous-préfet là. C'est le plan qu'il a fait. Bonjour, monsieur Aïssi, et à votre panel. La dénonciation de ce matin est la face cachée de ce qui se passe dans toutes les administrations camerounaises. C'est des agents qui restent honnêtes, sont très très mal perçus. La solution dans ce pays serait de privatiser l'administration publique camerounaise. La situation est grave. C'est Bala à Ebola qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous serons de tout cœur ce matin avec Dr Fouapon Mefiré Zenabou qui sera installé ce jour comme proviseur, nouveau proviseur du lycée d'Akwaiman, c'est par Mbalmayo. Toutes les autorités de la localité seront là. Donc félicitations à madame le proviseur qui sera donc installé au lycée d'Akwaiman tout à l'heure, le docteur Zenabou Mefiré Fouapon. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons donc le sujet inscrit à l'ordre du jour. On vous le faisait observer en ouverture. Nous parlons de ce que nous appelons élévation sociale. Élévation sociale, c'est une affaire de chance ou alors de compétence. Je vais commencer par Bernardo Basson. Bernardo Basson, on va faire comme à l'école primaire, définir d'abord les mots ou bien les expressions dures. Qu'est-ce qu'on entend par élévation sociale lorsqu'on est un être humain dans un contexte camerounais, même un contexte global? C'est quoi la chance? Et maintenant, qu'est-ce qu'on met dans compétence? L'élévation sociale, de façon pratique, c'est
le processus par lequel un individu gravit certaines marches que la société a établies comme étant des paliers d'évolution. Prenons un exemple pratique. Quand on est à l'école, on a par exemple la 6e, la 5e, la 4e qui sont définies et qui sont aujourd'hui dogmatiques. L'élévation sociale concerne donc dans la société le fait pour une personne de gravir certaines marches et d'arriver à un lieu considéré comme haut par ses pairs ou par les canons qui ont été définis par les hommes. La chance, de manière prosaïque, se définit comme les circonstances imprévues et parfois irrationnelles qui accompagnent la vie de quelqu'un sans origine raisonnable, entre guillemets, ou sans fondement cohérent. Donc, avec un dénominateur qui est juteux. Oui, une situation positive, fortuite, donc qui relève entre guillemets du hasard, parce que le hasard c'est encore un terme. Voilà. Donc, une situation fortuite qui arrive à quelqu'un et qui est positive et qui n'est pas forcément expliquée de façon rationnelle, de façon compréhensible pour les autres. Et la compétence, c'est l'ensemble des aptitudes que développe un individu à partir de cet processus de travail. Merci Bernardo Basson. On passe donc la parole à Maître Tedjissé Djedoni. Lorsqu'on parle donc de cette élévation sociale, à votre avis, qu'est-ce qui compte? C'est la chance ou alors la compétence ou alors les deux? Moi, je voudrais plutôt dire que ce qui compte pour une société sérieuse, c'est la compétence. Et au niveau de la compétence, il a fait allusion à un ensemble d'éléments que l'enfant acquiert au cours de sa croissance. D'aptitude. Maintenant, si on parle de compétences, est-ce que la société à la base donne à tout le monde la possibilité d'avoir la compétence? Voilà la problématique centrale. Or, à l'évidence au Cameroun, on se rend compte que le curricula de formation académique offre à pratiquement 75% une formation des gens qui vont compter sur la chance ou les demandeurs d'emploi. La compétence devrait être au centre si le curriculum de formation académique passe de la formation des gens qui bavardent à longueur de journée sans aucune expérience dans la transformation de la société à la formation des ingénieurs. Donc, pour faire simple, l'élément central de l'élévation sociale doit être la compétence. Mais malheureusement au Cameroun, comme le système éducatif n'offre pas un dispositif nécessaire pour former des gens qui sont aptes à créer des richesses, on se retrouve dans un dispositif où votre oncle étant alpha, vous, l'autre oméga, vous êtes happé par le système en fonction de votre incompétence à innover. Parce que si vous êtes quelqu'un de très compétent, votre fameux oncle, même s'il est ministre ou qui que ce soit, ne vous prendra pas parce que vous constituerez une menace immédiate là. D'où la notion de chance qui intervient avec pour corollaire l'incompétence. Raison pour laquelle il faut changer le curriculum de formation académique depuis la section d'initiation afin de ne plus former des gens qui errent à longueur de journée, mais des gens qui pensent développement, qui pensent création des ressources. Et dans ce sens-là, on aura une société des gens qui sont mendiants des compétences. Très bien. Merci. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, je voudrais que nous marquions un peu plus un arrêt sur l'élévation sociale. Qu'est-ce que nous mettons fondamentalement dans l'élévation sociale? C'est peut-être le fait d'être finalement nommé ministre, c'est le fait d'être finalement nommé directeur général, c'est le fait d'être devenu un très grand homme d'affaires. Ou alors, on peut aussi dire qu'on a une certaine élévation sociale, parce qu'on n'est pas certes ministre, on n'est pas DG, mais on est assis mentalement, moralement, psychologiquement, avec tout ce qui va avec. Alors, cernons d'abord bien ce qu'on entend par élévation sociale. Parfois, ici, il y a une manière subjective d'aborder les concepts. C'est ce que j'ai vu jusque-là. Il y a une manière objective d'aborder les concepts. La chance ne s'oppose pas à la compétence. La chance, c'est le prolongement même de la compétence. Parce que pour entrer à l'ENAM, il y a une exigence. Celui qui n'a pas le diplôme requis n'est même pas candidat. Pas du tout. Aucune chance ne peut l'accompagner. On est d'accord? Et en cela, Albert Einstein disait, le hasard accompagne les esprits préparés.
pour attendre la chance dans un domaine, il faut avoir les prérequis. L'élévation sociale, ne mettons pas non plus de la subjectivité. Et que chacun dit, moi je suis élevé à mon niveau. Non. Non. C'est une distinction particulière qui fait que les regards se retournent vers vous. Quand ça se passe au Cameroun, on sait, le village vient fêter, le quartier est au courant. C'est pas que, bon, moi je me sens bien à l'intérieur. Non, non. Ça, c'est la subjectivité. Quelqu'un peut être socialement élevé et psychologiquement se sentir très mal. C'est-à-dire, pendant que vous fêtez, lui pleure. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez être content que notre fils, notre fille a été élevé. Mais il transpire. Mais lui, il transpire, il souffre. Mais seulement ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, nous parlons de ce que nous voyons. Nous voyons bien que cet homme socialement est élevé. Cela participe au Cameroun. Pas de la chance, ni de la compétence, mais du réseau. Je suis d'accord. C'est-à-dire, le Cameroun s'est organisé pour qu'on élève qui on veut. Et personne n'y arrive par coup de chance. Ton homme va d'abord arriver sur la table la commande pour que la chance vienne jouer. On sait qui fait quoi et où il est. Et c'est comme on recommande les gens. On pourrait appeler ça la cooptation. Bon, vous voyez des gens arriver au sommet. Il y en a qui sont de parfaits, des illustres inconnus pour nous. Mais ils ne sont pas illustres inconnus pour le réseau qui les a cooptés. Et ça, c'est depuis la colonisation. Après les indépendances, on s'est organisé pour qu'on fonctionne en réseau. Maintenant, il arrive que dans le panier, il y ait des fissures et que un faux jeton qu'on n'attendait pas passe à travers les mailles. Il y en a, bien évidemment. On peut parler de hasard. Là donc, le grand hasard où la chance vient jouer. Et vous savez, je voulais sortir en parlant des concours, par exemple, chez nous. Oui. Vous savez qu'on a décidé de faire ce qu'on appelle l'équilibre régional. L'équilibre régional a ramassé quelques personnes par chance. C'est-à-dire que vous êtes là, on dit que on a oublié les Mbarkono. Un exemple. Et que non, dans les équilibres, là, il faut au moins un magistrat Mbarkono. Et ce jour-là, il y a un gars Mbarkono qui cherchait le concours de la magistrature depuis 5 ans. On dit qu'il oui, je pense qu'il est passé par là. Voilà. On dit que pour équilibrer, parce qu'il n'y a pas de magistrat Mbarkono, voilà le gars. Cela, on va l'appeler la chance. Parce que le réseau n'avait pas prévu ce gars-là. Sauf que après ça, le réseau va tenter de vous récupérer. Oui. Non, la chance peut vous amener là. Oui, le réseau va tenter de vous récupérer. Exact. Quelle sera votre attitude par rapport au réseau? Est-ce que vous allez collaborer ou rester vous-même? Mais le réseau n'est pas toujours mauvais. Hein? Non, pas par réseau. Croire qu'on tue les gens, on boit du sang, on mange. Non, le réseau surveille les gens pour que les opposants, comme Niemek, n'arrivent pas n'importe où. Parce que ça peut être dangereux. Merci beaucoup, hein, Pierre Blériot Niemek. On passe la parole à Jonathan Nti. Jonathan Nti, il y a eu des expressions utilisées tout à l'heure parlant de l'élévation sociale, la chance, la compétence. Mais Blériot a plutôt amené un autre vocable, le réseau. Alors, si dans un pays, pour atteindre une certaine élévation sociale, il faut absolument être coopté par un réseau, est-ce qu'il n'y a pas de risques pour cette société? Oui, justement, il y a le risque. C'est pourquoi vous pouvez voir des problèmes comme ceux que nous décrions sur le plateau depuis ce matin, parce que vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas la qualité ni l'ossature pour pouvoir apporter l'expertise requise. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, je voulais un peu apporter un petit quelque chose à ce que disait Maître tout à l'heure, le président. Je voulais dire qu'en réalité, une société qui est en plein essor comme celle du Cameroun, de l'Afrique, n'a pas besoin de, entre guillemets, des grands cerveaux. Ça va vous étonner, mais c'est vrai. Pourquoi? Je vais vous prendre un cas simple. Nous avons par exemple, rien que le cas de Yaoundé. Le problème que nous avons, qui est principal à Yaoundé, est un problème alimentaire, par exemple. C'est-à-dire que si vous allez au marché, il n'y a pas de manioc. Quand vous trouvez le manioc, le prix est à 1000 francs, le macabo 2000, le plantain 5000. Voilà les problèmes simples que nous avons. Alors, je vous prends un cas simple. Est-ce que vous savez que rien qu'avec 100 000 francs, ou alors avec prenons 200 000 francs, 200 000, vous investissez 200 000 francs. En 4 mois, moi je suis un homme de la forêt,
En 4 mois, vous vous retrouvez avec pratiquement 1 million. C'est-à-dire que vous prenez vos 200 000 francs, vous allez dans une périphérie, par exemple à Yaoundé, de Yaoundé, vous louez par exemple un terrain à 50 000, vous demandez, pendant peut-être 6 mois, vous demandez à planter, par exemple la patate. La patate, c'est 3 mois. C'est 4 000. Je vous prends un exemple pour comprendre, parce que généralement, vous allez remarquer, et c'est pourquoi j'exhorte parfois vous, les hommes des médias, parfois à faire venir sur les plateaux, parfois pas seulement les docteurs, les professeurs, il faut faire venir des personnes qui ont parfois les praticiens. Oui, les techniciens. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut faire pour produire, par exemple, la patate. Je vous dis, vous prenez par exemple 1 hectare de patate que vous plantez. Je tiens à vous rappeler, si vous investissez par exemple 200 000 dans 1 hectare de patate, je vous parle de quelque chose que je connais, parce que j'y suis, vous allez vous retrouver avec pratiquement 1 million de francs. Je dis pratiquement, et voire plus. Je tiens à vous rappeler que sur l'année, la patate va produire 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois. Je vous parle de ces exemples simples. Regardez par exemple la papaye. La papaye que vous voyez, vous négligez. Là. La papaye vous produit. C'est-à-dire que si vous investissez par exemple 300 000 francs pour la papaye, vous vous retrouvez pratiquement avec 3 ou 4 millions de francs. Par exemple, est-ce qu'on a donc besoin des professeurs? Est-ce qu'un professeur connaît ça? Est-ce qu'un docteur connaît forcément ça? Une société comme la nôtre, si vous n'avez pas d'abord la stabilité alimentaire, ça, je vous le dis, ça peut paraître... Vous n'avez plus faim. Vous n'avez plus faim, vous ne pouvez pas réfléchir. C'est-à-dire qu'on a une société... Lorsque vous rencontrez une jeune fille, par exemple, de 15 ans... Oui, monsieur. Si je vous laisse dire cela, ce sera faire un jeu à l'école. Non, je ne l'ai jamais dit. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas à l'école. Je vous prends 1 minute. Oui, allez-y. Ce que vous décrivez là, pour manger, il y a beaucoup d'autres choses qui conditionnent manger. Des alternatives. Ce n'est pas aller planter. Pour même te lever et aller planter, il faut beaucoup d'autres choses. On a besoin de tout cela. Si vous m'aviez laissé terminer, non, vous m'aurez mieux. Non, ne dites je m'aurais mieux corrigé par exemple. Non, je souhaite que vous ne minoriez pas. Non, je ne minore personne. Non, c'est très important. Les agriculteurs, si on vous donne toute la nourriture, on apporte toute la nourriture, ça ne va pas développer le Cameroun. Non, peut-être plus le côté agricole. Oui. Je pouvais prendre par exemple le côté de la santé, par exemple, qui ne nécessite pas forcément. Je prends par exemple le cas, prenez le cas par exemple de l'infirmier, qui est par exemple un élément essentiel de notre société. Un infirmier, lorsque vous arrivez aux urgences étant peut-être accidenté, l'infirmier qui vous rencontre là, est-ce que vous savez que l'infirmier gagne à peine 100 000 francs et qu'il a peut-être une femme avec 2 enfants et qu'il est capable de payer par exemple 1 mois de loyer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Lorsque je parle, quand je suis en train de parler, vous allez quand même vous rendre compte que je ne suis pas, je me suis quand même pas arrêté à la cible, même que je n'ai pas dépassé peut-être le cours moyen 1. Mais toujours est-il que... Vous êtes compétent. Bon, en fait, c'est une façon de dire que je ne suis pas en train de blâmer l'école. Non. Je suis en train de dire qu'on ferait davantage mieux d'apporter un peu d'expertise. Beaucoup plus de technicité, c'est-à-dire que d'apporter la réalité, parce que c'est ça notre on a compris. On va lire d'autres préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à tous sur le plateau. Moi, je dirais que c'est d'abord de la chance, vu que dès la naissance, on appartient à différentes catégories de familles. Donc, un enfant de riche a déjà plus d'avance qu'un enfant de pauvre. Et de plus, l'enfant bien entouré a forcément le tonton positionné à gauche, à droite, de partout. C'est donc clair que l'enfant né dans les familles précaires doit faire un double effort pour sortir du lot. Maintenant, le travail de tout individu est la clé de l'élévation, car même avec un coup de pouce, il faut d'abord avoir un minimum de compétences. C'est Samy, prof d'un Kouaban, qui envoie le message. On prend une autre préoccupation ce jour. On repart du côté de la France. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le message est long, hein? Perfecto, votre sujet traite de la notion bourdieusienne de mobilité sociale qui correspond au fait de changer de statut social ou de catégorie sociale. Elle se mesure sur la biographie d'un individu en observant le fait qu'est-ce qu'il veut dire? Que personne devrait impérativement changer de position sociale au cours de sa vie. On parle alors de mobilité professionnelle ou intragénérationnelle. Nous, en sciences sociales, et moi particulièrement, je me penche sur la mobilité intergénérationnelle des individus ou des groupes
Au Cameroun, par rapport à la génération croulante précédente, il faut dire que notre nonocratie, état de personnes âgées de 90 et plus, bloque et tue les compétences. Dans notre pays, un monsieur de 55 ans est considéré comme jeune, sans vouloir verser dans les comparaisons. Ailleurs, on mise sur la jeunesse. Suivez mon regard avec un jeune premier ministre nommé il y a quelques jours avec 34 ans seulement et une moyenne de 42 ans pour l'ensemble du gouvernement. Disons la vérité parfaite, l'ascenseur social est bloqué chez nous et c'est fait à dessein. Pour le débloquer, il faut soit ramasser le savon ou tenir le concombre d'un maître et parent. Ce que nous avons refusé. C'est Fabio Tama. Bon, je comprends rien. Ramasser le savon ou tenir le concombre, je ne comprends rien. Prochainement, il faut parler à mon niveau. Un autre message, et là je vous amène au 226, hein. C'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Salut le plateau, salut spécial à Niamey. Bernardo, je t'ai fait quoi? J'ai dit quoi? Ma voisine me dit toujours que tu me cherches. Dans tous les cas, tu me verras dressé devant toi à Fanta Citron à 19h. C'est Paul depuis Ouagadougou. Bernardo, tu vas me faire quoi? Dans tous les cas, j'attends la montée. Je t'attends à la montée en rouge la nuit. C'est Paul depuis Ouagadougou. Paul, tu n'as que des endroits bizarres. Si Paul a veut dire qu'il m'écrive sur Twitter, je vais lui répondre. Autre message très rapidement, je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto. Pour savoir si c'est la compétence qui prime au 237, il faut faire le tour de nos ministères et voir qui occupe les postes. Le plus souvent, sur 100 personnels, même pas 10 ont la compétence requise. Je le dis en connaissance de cause. Le réseau prime encore énormément. Dans notre pays, il y a un jeune maire régulier sur les plateaux télé qui avait confirmé qu'il est entré dans la franc-maçonnerie. Voilà entre autres les conditions. Après, il faut voir comment fonctionnent les hautes structures avec des profils à leur tête. Un infirmier au MINTP, des magistrats partout. Ce sont des réseaux et zéro compétence, donc zéro résultat escompté. Merci. Depuis Ferrara, c'est Ndobo qui envoie le message. On repasse la parole à maître TJC Djedoné. Non, je pense que c'est plutôt Bernardo qui doit reprendre la parole et il la revendique d'ailleurs. Je posais la question. Mais c'est que tu sais, c'est que la prise de parole ici, celui qui donne la parole, c'est discrétionnaire. Oui, je sais, je posais la chef de l'État. Discrétionnaire. Bernardo Basson, je ne parle plus. Élévation sociale au Cameroun, qu'est-ce qui devrait donc primer? La chance, la compétence ou le réseau? Ou alors, quelqu'un m'avait dit un mot quelque part, il m'avait dit, la compétence est certes importante, mais elle n'est pas déterminante. La question, justement, la position que vous prenez répond à la question que vous posez en ceci que il faut une combinaison de facteurs en fonction de la structure de la société. La société a plusieurs structures. Il y a celles qui sont traditionnelles, il y a celles qui sont conventionnelles. Donc, ces traditionnelles, il y a des structures sociales, il y a des paliers, il y a des étages. Et pour celles conventionnelles également, il y en a. Il y a par exemple le fait que lorsque vous êtes un enfant de riche, on pense que vous êtes chanceux. Mais votre père déjà appartient à une catégorie de personnes. Et donc, ce sont généralement ses amis et lui-même qui vont travailler pour vous permettre de vous élever socialement. Ça ne relève pas que j'ai une chance de votre part. Puisque si vous êtes issu d'un père riche et que votre père meurt quand vous avez 5 ans, vous n'êtes pas sûr que vous serez élevé comme votre père l'était. Donc, il faut toujours le concours d'un système qui est mis en place. Il y en a qui pensent souvent, par exemple, qu'on peut être riche par le travail. C'est faux. On peut être moyen par le travail. On peut l'être d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est faux dans le sens où c'est absolu, mais on peut l'être, sauf que on est riche jusqu'à un certain niveau par le réseau, par le système qui vous accompagne. Puisque même si vous travaillez beaucoup, on peut vous prendre tout ce que vous avez, vous empêcher d'être riche. Donc il faut qu'il y ait une volonté d'un groupe particulier de personnes que vous ne voulez pas tuer les gens qui pensent que pour réussir, il faut travailler. Non, on peut travailler et avoir un certain niveau social. Nous avons un trait, parce qu'il y a aussi la providence là-dedans, parfait ici. Il y a des âmes qui naissent éclairées et qui construisent leur chemin sans beaucoup d'aide, sans beaucoup d'appui. Il y a des âmes qui viennent comme ça. Mais de manière régulière, de manière moyenne,
il faut une conjugaison de facteurs. À la naissance, déjà, il faut certains facteurs, vos parents. Durant votre parcours, il faut certains facteurs, la santé. Sur le plan de la formation, il faut certains facteurs, même l'intelligence. Et puis, il faut même encore les systèmes. Parfois, il y a des réseaux plus sales, plus propres. Monsieur, avec moi, je partage son point de vue dans le sens où il faut une conjugaison de facteurs, parmi lesquels, déjà, je comptais les réseaux, Blériot a apporté un bémol là. Quand il parlait des réseaux tout à l'heure, qui peut être un mot polysémique, il a dit que le réseau n'est pas seulement que là nous buvons le sang humain, là nous faisons ceci, où les gens font des histoires de concombres, il ne sait pas quoi. Le réseau peut également être autre chose. C'est pourquoi j'ai dit votre père peut être riche, être avec des amis riches. Je n'ai pas des amis forcément. J'ai une question fondamentale que je vais poser aux traditionalistes. C'est Jonathan Ti qui s'apprêtera à être un très grand chef, le roi des Manguissa. Jonathan Ti, lorsqu'un enfant naît, un bébé, est-ce qu'on peut également le charger de manière particulière pour dire que qu'il neige ou qu'il vente, ce garçon sera, ou bien ce bébé sera élevé socialement quand il sera grand? C'est possible? Même pas seulement quand il naît. Même vous, au niveau où vous êtes là, les gens peuvent s'asseoir, on décide que vous allez être X, vous allez être Y. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que dans des sociétés, par exemple comme la nôtre, je sais que peut-être ça peut choquer, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup, ou alors certains fonctionnaires qui sont parfois obligés d'appartenir à des organisations exotériques parce qu'on les introduit dans des systèmes qui sont des réseaux où ils doivent influencer le reste de la société. J'ai fait pour dire que ce n'est pas seulement lorsque les enfants naissent, même étant. Et là, il parle maintenant, même dans ces organisations-là, vous avez par exemple des trucs comme la franc-maçonnerie rose, quoi. On vous parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que vous naissez de nouveau, hein, effectivement. C'est-à-dire qu'on fait de vous, vous avez remarqué que dans le cas, c'est vrai que chez nous en Afrique, il n'y a vraiment pas l'authentique franc-maçonnerie rose, quoi. Ça n'existe en réalité pas. Parce que dans les sociétés où ça existe, parce qu'il faut déjà savoir ce que c'est. Dans les sociétés où ça existe, par exemple dans l'Europe, vous allez voir qu'il y a des très belles constructions, des très belles bâtisses, les rues propres. C'est pas pour justifier qu'ils sont bien, mais tout au moins, là où ces personnes-là sont, on ressent la présence spirituelle qui est manifeste. Mais par contre, ce qu'on a parfois eu ici chez nous, c'est des trucs hybrides dans le but de contrôler X ou Y. Bélois, ici, il y a une dizaine d'années, je le recevais sur un plateau, sous d'autres cieux, parlant justement de ces loges-là. Je lui faisais comprendre qu'ailleurs, ceux justement qui sont entrés dans cette affaire, on a vu le développement dans ce pays. Bien sûr. Vous avez parlé des bâtisses tout à l'heure, ainsi de suite. Et je lui ai demandé que, pour le cas du Cameroun, pourquoi ce n'est pas la même chose? L'Afrique. Il me dit, parfois ici, cette affaire a été tropicalisée chez nous. Je dis que ce qui arrive chez nous ici en Afrique n'est pas l'authentique. Parce qu'il faut rappeler que, par exemple, je prends le cas, par exemple, quand on dit... Donc c'est la contrefaçon. Quand on parle, je vais vous expliquer déjà, quand on parle par exemple déjà de ce qu'on appelle franc-maçon. Franc-maçon, il faut d'abord savoir, c'est deux mots différents. Franc, c'est-à-dire, c'est un peuple, comme on dit ici, les Bamileke, les Bétis, les... Non, ça veut dire que les Francs, si tu tapes sur Internet, tu demandes qu'est-ce que c'est que les Francs, on va te dire que c'est un peuple germanique originaire d'Europe. Maintenant, maçon, pourquoi? Parce que ils décident, ils s'inscrivent en faux contre l'Église catholique, qui est en réalité, qui prend de l'ascension dans le 1700, dans le but de vouloir contrer, ils s'inscrivent en faux. Et c'est eux qui sont en train qui construisent en réalité l'Europe, telle que vous la connaissez aujourd'hui, avec les grands travaux qu'on connaît, que ce soit en Europe et même dans les pays comme l'Amérique. C'est eux en réalité, en grande partie, tout au moins. On ne va pas s'éloigner de cette grande parenthèse, surtout même que ce n'est même pas une parenthèse. Nous sommes en étroite collaboration avec la problématique inscrite à l'ordre du jour. Maître Teddy Dieudonné, y a-t-il une collaboration entre guillemets étroite ou alors un lien forcément entre élévation sociale d'un individu et l'appartenance à certains groupes, à certains réseaux, à certains cercles? Je voudrais faire observer que si l'élévation sociale doit être tributaire de l'appartenance à un groupe de réseau, cela devient une relation incestueuse. Relation incestueuse, pourquoi? Parce que, parfois ici, figurez-vous, si vous êtes hyper compétent et que le supposé réseau vous a coopté, vous deviendrez par vos résultats une menace pour votre parent
qui semblera ne plus recevoir les comptes rendus de vous parce que vous êtes devenu Super Jack Bauer, comme pour donner l'image que les enfants voient. L'élément central ici, je viens d'une famille où maman était ménagère, le père était vignereur de vin et chasseur. Les prédispositions familiales ne m'auraient même pas permis d'entrer un jour en faculté de droit. Et ça, je rejoins Majesté, parce que quand j'avais 8 ans, ma mère m'a dit, à la suite du partage d'un fantasme familial que j'avais fait pour les aînés, elle m'a dit, tu seras notre juge, notre président, notre avocat. J'avais 8 ans. Quand j'ai eu le bac, elle m'a dit, c'est là-bas que tu iras. Je dis encore merci, parce que c'est la journée internationale de merci, à M. Ngon Emmanuel, qui, en son temps, a eu l'opportunité d'être là pour m'orienter vers la ligne. Donc, si nous estimons que c'est le réseau, on va se retrouver dans une société de piètres compétences pour s'orienter vers le manque de vision. Et on va rentrer dans ce qu'on appelle communément la navigation à vue. Parce que si le réseau vous copte et que les compétents décident de démissionner, comme c'est le cas, ils prennent l'avion tous les jours pour le Canada et au-delà, vous allez vous retrouver avec un pays dans lequel le bout du tunnel pour atteindre sera très compliqué. Mais donc, tu peux dire moi aussi, vous permettez, je vais y arriver. On a beaucoup de temps. Les sociétés se sont construites sur la base des valeurs qu'on inculque, des compétences, des valeurs qu'on inculque aux différents enfants. Maintenant, sur la base des valeurs qu'on vous inculque, vous avez la capacité de faire l'analyse. Moi, après mes audiences, je rentre travailler à la ferme. Donc, quand il parle d'agriculture, je fais l'agriculture, je fais l'élevage des poulets. Si vous avez une cérémonie, je peux vous livrer 200, 300 poulets. Sans demander un grand effort. Si vous qui faites l'agriculture, vous voulez la fiente, je vous livre la fiente. Même sans ça, je vous donne ça gratuitement. Donc, pour rejoindre le grand frère Yemek, l'école n'a pas de problème. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'école que nous avons reçue? D'où la problématique du curricula de formation académique qu'il faut changer au Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas avoir, et c'est justement là où je vous rejoins, si vous avez 1791 établissements secondaires d'enseignement général, 761 établissements secondaires d'enseignement technique, vous allez chuter. Il n'y a pas de technique. Et à la fin, vous formez les gens qui parlent Yo, Meyamo, Guten Tag, Guten Morgen. Vous allez vous retrouver dans les réseaux permanents. Parce que les gens sont désordonnés. Il faut former des gens dans les métiers où ils peuvent transformer leur environnement et mettre... C'est ce que je disais tout à l'heure. Mettre ce qu'on appelle une école des ingénieurs de planification. Parce que justement, pour qu'il y ait compétence, il faut qu'il y ait planification dans la reproduction des compétences. Mais malheureusement, en l'état, on se retrouve dans une situation où les réseaux ont justement ont créé un certain gap entre leur position et les dernières compétences qui pourraient les remplacer. Je pense que nous allons préparer une émission focalisée rien que sur le réseau au Cameroun. Mais en attendant, je pose quand même... oui, Bernardo doit absolument réagir. Allons-y, en quelques secondes. Maître, la société elle-même n'est pas un produit ex nihilo. Elle est construite par certains hommes qui ont eu une vision, qui ont fixé les paliers et qui ont fixé les codes pour passer chaque palier. Donc, la compétence n'exclut pas forcément le réseau, ou le réseau ne rend pas forcément con. Moi, je peux vous dire quelque chose. Dans ce pays, j'ai parlé avec beaucoup de ministres. Je vous promets, ils sont super intelligents. Ce sont les hommes de réseau. Très compétents. Ils sont extrêmement brillants, quelques-uns. C'est vrai que parfois, certains réseaux pervers noircissent les choses. Mais même pour être, par exemple, le chef, c'est un réseau, c'est-à-dire c'est un cercle de personnes qui l'admettent en qualité de chef. Donc, n'ayez pas l'impression que la société est disposée de telle sorte que chacun vient et se positionne comme il veut. Non. Elle a été conçue par des gens qui ont fixé des systèmes et des codes. Ce sont eux qui autorisent qui va s'élever dans ce système-là. C'est pourquoi on parle de réseau. C'est pas forcément négatif. Au sortir de ce programme, au-delà de tout, y a-t-il une crise d'élévation sociale au Cameroun? Il y a une profonde crise d'élévation. Et vous avez promis une émission sur le réseau, parce que les gens parlent du réseau, ils s'amusent. On ira en profondeur. J'ai entendu quelqu'un vanter
La franc-maçonnerie qui aurait... Non, vraiment, le dire, non. Bon, je suis en train de dire, vraiment, je veux qu'on soit très clair. Je n'ai jamais vanté la franc-maçonnerie. J'ai dit, permettez, il faut que je dise, je n'ai jamais vanté que la franc-maçonnerie a construit l'Occident. Je dis que, tel que je suis en train de dire... Non, c'est bon. Je suis en train de dire, oui, effectivement, c'est bon. Je suis en train de dire, comparé à ce qu'on nous présente c'est que nous vivons ici. Comme franc-maçonnerie. C'est compris. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai jamais dit, j'ai bien précisé en disant que même si c'est traditionnel ne peut pas vanter la franc-maçonnerie. Quand même, c'est pas possible. C'est même pas possible. Je vous, contrairement à ce que les Camerounais disent aujourd'hui, les Africains, c'est bien la même chose. Ces choses se sont perverties déjà depuis l'Occident. C'est-à-dire que même en Occident, la franc-maçonnerie d'il y a 200 ans n'est plus la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Je vous parle un peu rapidement de la Rose-Croix. Dans l'Occident actuel, il y a eu des conflits à l'intérieur de l'ordre de la Rose-Croix qui ont créé des schismes. Et la tendance qui domine en Afrique, c'est bien la tendance qui s'était déjà pervertie de l'autre côté. Vous comprenez? Et les orientations sont claires. Aujourd'hui en France, l'orientation principale de l'ordre de la franc-maçonnerie est l'orientation homosexuelle. Et donc ce n'est pas une autre franc-maçonnerie que nous avons. C'est celle-là qui a prospéré en Afrique. C'est pour cela que les... Et qu'est-ce qui crée donc le réseau? C'est que quand ces gens arrivent en Afrique, ils choisissent parmi nous les gens les plus faciles. S'ils trouvent quelqu'un qui aime seulement manger, qui aime le pouvoir, qui aime l'argent, on le met au-dessus de tout le monde. Oui. Et il va donc créer un réseau qui ne tient pas compte de la compétence, qui tient compte de l'obéissance, mieux de l'obséquiosité. Merci Pierre Bleriot-Nyemek, et c'est par ces mots que nous allons justement tendre à conclure cette émission. Je le dis, je le redis, nous avons préparé une émission spéciale sur le réseau au Cameroun. C'est quoi le réseau au Cameroun? La constitution d'un réseau, les objectifs d'un réseau, les perversions d'un réseau, les conséquences d'un réseau et tout ce qui va avec. Merci à Maître Teddy Djedoné, je le rappelle, qui est juriste au conseil. Il est par ailleurs président national du Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction, le PCPDC. Merci également à Jonathan Anti, qui est traditionnaliste et qui sera bientôt, avec l'aide de Dieu, le roi des Manguissa. Nous allons également dire merci à Pierre Bleriot-Nyemek, qui restera mon consultant permanent, Bernardo, mon invité permanent également dans le cadre de ce programme. Le journal de la mi-journée, c'est tout à l'heure dans 7 minutes, très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?